Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre les 2-3 notions de perspective qui vous seront utiles, voire indispensables, pour ne pas avoir de dessin tout de travers. Je sais, la perspective, ça fait peur, ça peut paraître hyper complexe, mais rassurez-vous, je me suis efforcée de simplifier au maximum pour le rendre accessible, même aux débutants. Vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Et puis, soyons francs, ici on veut juste faire des dessins qui se tiennent, pas devenir des experts de la géométrie. Mais pour avoir un dessin de base aux proportions et perspectives correctes, c'est important à l'aquarelle, car vous ne pourrez plus le corriger lorsque vous aurez commencé la mise en couleur. Alors c'est parti! Alors la perspective, c'est quoi et à quoi ça sert? C'est tout simplement comment représenter sur notre feuille de dessin qui est plate des sujets qui ne le sont pas, qui ont de la profondeur, autrement dit, qui sont en 3 dimensions. Dessiner en perspective revient à déformer le dessin pour en faire un trompe-l'œil et donner l'illusion de la profondeur. Dans cette vidéo, je vais vous parler essentiellement de perspectives à 1 et 2 points de fuite, qui sont celles que vous aurez à utiliser dans l'immense majorité des cas. En faisant des recherches sur le net, j'ai trouvé pas mal d'explications, plus ou moins claires, sur comment construire ces 2 types de perspectives, mais quasiment jamais pourquoi utiliser un type de perspective plutôt qu'un autre. Pourquoi choisir de mettre l'horizon à tel endroit plutôt qu'à tel autre? Pourquoi on met parfois 1 ou parfois 2 points de fuite? Et comment savoir où les placer? Qu'est-ce que ça change? À quoi ça sert? J'ai travaillé pour vous et dans cette vidéo, vous allez comprendre tout ça. Une fois que vous saurez quelle perspective utiliser, je vais vous montrer comment la construire simplement et comment y intégrer ensuite des formes plus complexes et construire une scène cohérente. Il faut bien comprendre qu'on essaie de faire un trompe-l'œil, donc tout est basé sur le point de vue que l'on souhaite faire figurer sur notre dessin. Veut-on dessiner une vue de face ou de biais? Une vue plutôt en hauteur ou au ras du sol? Voyons voir tout ça. Au départ, il faut placer l'horizon. Alors, première chose à retenir qui ne change jamais, il n'y a qu'un seul horizon par dessin. Et deuxième chose, l'horizon est toujours, comme son nom l'indique, horizontal. L'horizon figure la hauteur du regard. Plus l'horizon est dessiné bas, plus on a l'impression d'être au ras du sol. Et plus on dessine cet horizon haut, au contraire, plus on aura l'impression d'un point de vue en hauteur. Une fois que l'horizon est mis, on y place les points de fuite. Mais c'est quoi un point de fuite en fait? C'est un point imaginaire qui figure une direction de l'espace. Vous êtes bien avancé avec ça, non? Retenez juste que c'est un point qui va vous aider à construire votre dessin. C'est vers ce ou ces points que convergeront les profondeurs des objets, le long de lignes imaginaires appelées lignes de fuite. Ces lignes de fuite sont des guides qui vont vous aider à créer les déformations donnant l'illusion de la profondeur et du relief. Troisième chose à retenir, les points de fuite se situent toujours, mais alors toujours sur l'horizon. Ok, les points de fuite sont sur l'horizon, mais où et combien? C'est là le truc à bien comprendre. Tout dépend de l'orientation de l'objet dans le champ de vision, c'est-à-dire est-ce que l'objet est vu de face ou de biais. D'abord, c'est quoi une vue de face? Par exemple, c'est quand on est juste en face d'un côté de l'objet, ou dans l'axe d'une rue ou d'un ponton, ou encore face au mur du fond d'une pièce. Dans ce cas, il n'y aura qu'un point de fuite, et il sera pile au milieu de la largeur de l'objet ou de la scène en question. Dès que l'on commence à décaler le regard sur un côté, il faut faire intervenir un deuxième point de fuite. Pour respecter un champ de vision humain, les 2 points de fuite doivent être suffisamment écartés. Sans entrer dans le détail, grosso modo, au moins de la largeur du dessin. Ça veut dire que très souvent, l'un des 2 points de fuite se retrouve hors du cadre. Sur cette série de dessins, avec 2 cubes qui pourraient être des maisons par exemple, avec un petit buisson à côté, si on est pile en face du premier cube, comme en haut, le point de fuite sera sur l'horizon, en jaune, au milieu de ce cube. Si je décale légèrement mon point de vue en me déplaçant vers la gauche, le point de fuite se déplace aussi vers la gauche, et un second se crée loin à droite, probablement hors du cadre. Plus je continue de tourner autour des cubes, plus les points de fuite se déplacent tout en conservant le même écartement. Lorsque je me retrouve face au côté bleu, de nouveau, je n'ai plus qu'un seul point de fuite au milieu, parce que je suis face à un côté plat. Remarquez que sur le dessin du milieu, j'ai une vue
pile de 3/4. Je suis face à l'arête du cube. Dans ce cas, les 2 points de fuite sont à égale distance à droite et à gauche de ma forme. Autre exemple ici avec cet escalier de face. Il est construit en n'utilisant qu'un point de fuite. Vu de biais, j'ai utilisé 2 points de fuite. Vous voyez que sur tous ces exemples, les profondeurs convergent vers l'horizon au niveau des points de fuite. Remarquez bien que plus on recule vers le point de fuite, plus les dimensions se contractent, c'est-à-dire tout apparaît petit et serré. Gardez-le toujours en tête. Récapitulons. D'abord, vous avez placé votre horizon, plutôt bas pour une vue à hauteur d'homme ou plus haut pour une vue en hauteur. Ensuite, vous avez déterminé si vous étiez de face ou plus ou moins de biais par rapport à l'objet ou la scène que vous voulez représenter. Et placez sur l'horizon les points de fuite en conséquence. Un point de fuite au milieu de l'objet si vous faites face, ou 2 points de fuite espacés d'au moins la largeur de la page si vous êtes de biais, l'un d'entre eux pouvant se retrouver hors cadre. Maintenant, voyons comment construire ces perspectives. D'abord le cas de la vue de face, donc une perspective à un point de fuite. Pour ce type de perspective, le côté de la forme qui est face à nous est dessiné sans déformation, ni rétrécissement, ni rien. Commencez par dessiner le côté le plus proche de vous tel quel, par exemple ici un rectangle. Ensuite, à partir de chaque angle, tracez une ligne de fuite vers le point de fuite, bien centrée, je le rappelle dans ce cas. Ma forme étant sous l'horizon, je la vois plutôt d'au-dessus, donc le dessous ne sera pas visible. C'est pour ça que j'ai mis les lignes en pointillés. Ensuite, déterminez la profondeur de votre forme. Là encore, il existe des techniques pour faire des mesures précises, mais là, pour simplifier, on va faire ça à l'œil. Je décide que ma forme aura cette profondeur, donc le haut de ma forme s'arrête là. Attention, on a dit tout à l'heure que plus on s'éloigne vers l'horizon, plus les choses sont petites et serrées. Les profondeurs partant vers l'arrière, elles sont donc à dessiner plus étroites que si elles étaient de face, sans quoi on aura l'impression que vos formes s'étirent excessivement vers le lointain. Je fais cette délimitation bien horizontale, c'est une autre règle à retenir dans une perspective à un point de fuite, les horizontales, qui sont de face, restent bien horizontales. À partir de là, je descends bien à la verticale pour créer les 2 arêtes du fond. Et c'est la dernière règle à retenir, les verticales restent verticales. Toujours. Elles ne penchent jamais. J'arrête ces verticales sur les lignes de fuite des coins inférieurs. Et en les reliant bien horizontalement, je crée le fond de ma forme. On remarque que ce fond a la même forme et les mêmes angles que la face du premier plan. Il est juste plus petit, car plus éloigné. Voilà ce que ça donne en effaçant les lignes de construction. Et si ma forme est pleine, je ne vois que ça. Le principe est exactement le même, quelle que soit la hauteur de la forme par rapport à l'horizon. Si d'aventure le point de fuite se trouve caché derrière, on ne voit que le côté face à nous. Autre exemple pour cet escalier. J'ai dessiné le côté face à moi en bleu sans aucune déformation. Puis j'ai tracé des lignes de fuite qui partaient de tous les angles, sauf ceux du bas car je savais qu'ils seraient cachés. J'ai déterminé la profondeur pour la marche la plus haute. Puis je suis descendu bien à la verticale pour tracer la contre-marche visible, jusqu'à la ligne de fuite correspondant à son bas. Je suis reparti à l'horizontale pour la marche du milieu, je m'arrête à la ligne de fuite correspondant à son coin. La contre-marche inférieure ne se verra pas, mais j'en ai besoin pour construire la marche inférieure. Donc je descends à la verticale jusqu'à la ligne de fuite correspondant au bas de cette contre-marche. Enfin, je trace l'arrière de la marche du bas, toujours bien horizontale. Et voilà, si vous avez suivi jusque-là, on peut dire que vous avez fait le plus gros. Bonne nouvelle, non? Maintenant, voyons ce qui se passe quand on a 2 points de fuite. Dans ce cas, on ne peut pas commencer par dessiner la forme face à nous, puisque souvenez-vous, on a 2 points de fuite justement quand on n'est pas en face, mais de biais. Donc on va commencer par dessiner l'arête de la forme qui est devant nous. Dans mon exemple, je mets les 2 points de fuite le plus écartés possible, tout en les laissant dans le champ, pour que vous y voyez quelque chose. Remarquez que j'ai choisi de dessiner l'arête à mi-distance entre les 2 points de fuite. J'ai donc une vue pile de 3/4. Je vous montrerai plus loin ce qui se passe si ce n'est pas le cas. Donc je fais partir des lignes de fuite de chaque coin, entre guillemets, ici le haut et le bas de mon arête, vers les 2 points de fuite. Je détermine ensuite
à l'œil, comme tout à l'heure, la profondeur des faces de mon objet. N'oubliez pas, comme tout à l'heure, de les dessiner plus courtes qu'elles ne le sont réellement. Sur mon exemple, l'arête de base, en rouge, étant dessinée pile entre les deux points de fuite, la déformation visible sera la même vers la gauche et vers la droite. Donc pour faire les deux côtés de la même taille, je place leur limite arrière à la même distance de part et d'autre de l'arête avant. Je les fais bien verticales. Rappelez-vous, c'est une règle qui était déjà valable dans le cas d'un seul point de fuite. Les verticales restent verticales, elles ne penchent pas. Voilà ce qu'on obtient en effaçant les traits de construction. Pour faire le dessus de ma forme, je relie ensuite le haut de ces nouvelles arêtes au point de fuite opposé. Là où elles se croisent, j'ai mon dernier coin. Si la forme est transparente ou que j'ai besoin de visualiser la face posée au sol, je fais de la même façon, je trace mes lignes de fuite du bas de l'arête cette fois vers le point de fuite opposé et je trouve le point où elles se croisent. Voilà, on a dessiné un cube en perspective. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Voici exactement la même manière de procéder, mais au départ, mon arête en rouge était plus proche de l'horizon. Remarquez comme la face du haut apparaît plus aplatie. Si je monte encore cette arête et qu'elle coupe l'horizon, voici ce qu'on obtient, en suivant les mêmes étapes. La face du haut n'est carrément plus visible. Maintenant, que donne cette même construction si je n'ai plus une vue pile de 3/4, c'est-à-dire que mon arête n'est pas pile entre les deux points de fuite? Ici, l'arête est au même endroit sur la page, mais j'ai décalé mes deux points de fuite vers la gauche. Comme ils doivent être toujours aussi écartés, celui de gauche sort du cadre, mais il est toujours présent et nécessaire à la construction. Je peux aussi décaler mon dessin vers la droite au lieu de décaler les points de fuite vers la gauche. Ça revient exactement au même. Remarquez que plus le point de fuite est proche de la forme, plus le rétrécissement est important, c'est-à-dire plus on voit les choses tassées. Du côté du point de fuite le plus éloigné, il y a aussi un rétrécissement, mais moins important que de l'autre côté. Souvenez-vous de mon exemple du début avec mes deux petites maisons cubiques. C'est exactement ce que j'avais fait. Je ne saurais que trop vous conseiller de vous amuser à faire des parallélépipèdes sous tous les angles et de toutes les tailles. Des longs, des étroits, avec un horizon très haut ou très bas, avec des points de fuite très écartés ou un peu moins, pour vous entraîner l'œil à toutes ces déformations. Récapitulatif des choses à retenir. Un seul horizon par dessin, bien horizontal à hauteur du point de vue souhaité. Les points de fuite sont toujours sur l'horizon. Si un côté de mon objet est face à moi, je choisis un seul point de fuite centré sur la forme, toujours sur l'horizon 1, et je commence par dessiner le côté qui me fait face. Si je suis de biais, je détermine deux points de fuite bien écartés et je commence par dessiner l'arête face à moi. Les lignes de fuite partent des coins de la forme ou de l'arête et filent vers les points de fuite. Les verticales restent bien verticales. Plus le point de fuite est proche, plus c'est tassé. Plus je m'éloigne vers l'horizon, plus c'est petit et serré. Maintenant, je vais vous montrer comment faire des formes plus complexes. Et je vais vous parler de la méthode des diagonales. Donc déjà, à quoi ça sert? C'est une petite astuce toute simple qui va ensuite vous permettre de construire des formes plus complexes, car elle vous permet de trouver le milieu d'une forme en perspective. Facile, me direz-vous, je mesure avec une règle, je divise par 2 pour trouver le milieu. Alors oui, ça marche pour les côtés face à vous dans la perspective à un point de fuite, car ces faces, souvenez-vous, ne sont pas déformées. Ou encore pour le milieu d'une verticale, puisque elles non plus ne sont pas déformées. Mais pour les côtés en profondeur qui suivent les lignes de fuite, ce n'est pas la même histoire. Si je mesure la longueur et la divise par 2 pour placer son milieu, ma moitié, entre guillemets, avant aura la même taille que la moitié arrière. Or, rappelez-vous la règle qui dit que plus c'est loin, plus c'est petit. Donc ça ne marche pas. La moitié arrière devrait être plus petite que la moitié avant, puisqu'elle est plus loin. Ok, comment faire alors? Il suffit de se souvenir que les diagonales d'un carré ou d'un rectangle se croisent toujours en leur milieu. Sur cette face, donc, je trace les diagonales, et je trouve ainsi le milieu. Et on constate tout de suite qu'ainsi la moitié arrière apparaît bien plus petite. Cette petite astuce a plein d'applications. En voici quelques exemples. Pour centrer des portes ou des toitures. Pour que la vidéo ne dure pas 2 heures, j'ai un peu accéléré. N'hésitez pas à en mettre en pause pour suivre les différentes étapes.
C'est aussi cette astuce des diagonales qui vous permettra de faire une rangée de poteaux ou d'arbres bien régulière, comme je vous le montre ici. Maintenant, passons à des formes un peu plus complexes. La plupart du temps, on peut décomposer ces formes en plusieurs cubes assemblés entre eux. Dans ce cas-là, vous devriez maintenant vous en sortir. Ou bien encore, notre forme peut s'inscrire dans un cube ou un parallélépipède, comme les cercles qui s'inscrivent dans des carrés. C'est une forme très utile pour dessiner les cylindres, des pots, des verres, des assiettes, des tasses. Voyons ça de plus près. Vu en 2 dimensions, un cercle s'inscrit dans un carré. Le centre du cercle est au centre du carré, et il touche le carré au milieu de chacun de ses côtés. Pour faire un cercle en perspective, il suffit 1. De faire un carré en perspective, 2. De déterminer grâce à l'astuce des diagonales le milieu des côtés, 3. De faire passer le cercle par ses points. Attention à être bien tangent au point de contact et de ne pas faire d'angle pointu. Ça, c'est une erreur hyper fréquente. J'avoue, il faut un petit coup de main avant de tracer ces ellipses bien régulièrement. Pour vous aider, vous pouvez prendre comme point de repère qu'il faut passer par les points sur les diagonales situés aux 2/3 de la distance entre le centre et les coins, à peu près. Remarquez que la partie du cercle la plus éloignée apparaît plus écrasée que la partie la plus proche. C'est cohérent avec notre règle du plus c'est loin, plus c'est petit et serré. Pour faire un cylindre debout, on fait la même chose avec un cube comme forme de base. Un cercle sur la face du haut, un sur la face du bas. Ensuite, on peut soit les relier pour faire un cylindre, ou y placer une forme comme un verre à pied. Maintenant, quelques astuces pour construire une scène complète en perspective. D'abord, maintenant vous le savez, il n'y a toujours qu'un seul horizon. Ensuite, pour une même scène, chaque objet peut avoir ses propres points de fuite, mais ils seront tous sur l'horizon. Car certains objets peuvent être de face, alors que d'autres sont de biais, tout ça sur le même dessin. Enfin, une scène est généralement composée de différents plans, entre guillemets, le premier plan étant les éléments les plus proches, le second plan juste derrière, puis le troisième plan, etc. jusqu'à l'arrière-plan qui est le plus lointain. Comment, sur le dessin, garder une cohérence des tailles entre les éléments des différents plans? Retenez que les éléments qui sont posés sur une même ligne horizontale sont sur le même plan, et que plus cette ligne est basse, plus le plan est proche. Plus elle est haute, au contraire, vers l'horizon, plus le plan est éloigné. C'est vraiment le bas de l'objet posé au sol qui doit être aligné, c'est important. Par exemple, ici, ce petit personnage et cet arbre sont sur un même plan, car ils sont posés sur la même ligne. Ces arbres, cette maison et ce personnage sont sur un plan plus éloigné, et ceux-ci sont encore plus loin. C'est important de comprendre cette histoire de plan pour faire des éléments avec des tailles cohérentes entre elles. Voyez cette maison que j'ai dessinée un peu de biais avec des lignes de fuite que j'ai utilisées. Je veux faire la même maison de taille identique, mais plus éloignée. Elle apparaîtra logiquement plus petite. Rappelez-vous, plus c'est loin, plus c'est petit et serré. Mais comment savoir de quelle taille la dessiner? Pour cela, vous devez déterminer sur quel plan vous voulez la poser. Ici, par exemple. Et observez quelle taille aura une maison dessinée sur ce plan en suivant les lignes de fuite de votre maison de référence. Une fois que vous avez cette référence, vous pouvez dessiner votre maison ailleurs sur le même plan. Vous saurez de quelle hauteur la faire. Pareil pour ces petits personnages. Sur ce plan, celui-là est grand comme la porte d'entrée de la maison à peu près, ce qui est assez cohérent. Il peut me servir de référence pour dessiner celui-ci sur le même plan. Je le fais de la même hauteur. Les personnages de plans plus rapprochés sont plus grands. Ceux de plans plus éloignés, plus petits. Ils s'inscrivent entre les lignes de fuite qui passent par le bas des pieds et le haut de la tête. Dernier conseil plus généraux. Avant d'entamer un dessin qui implique des perspectives, réfléchissez à l'avance, avec des petits croquis éventuellement, à la composition de votre dessin. Où vous allez placer l'horizon, quels sont les différents plans, les orientations et alignements des différents objets les uns par rapport aux autres. Ensuite, pour vous entraîner, je vous conseille de faire vos constructions de manière rigoureuse, avec une règle, mais sans trop appuyer les traits de construction qui seront à gommer. Ayez la main légère. Au final, quand vous aurez bien compris le truc, vous en aurez de moins en moins besoin. Vous ferez ces lignes de construction à peine esquissées ou carrément dans votre tête.
Et voilà, c'était une vidéo un peu plus longue qu'à l'ordinaire et pas vraiment spécifique de l'aquarelle, mais je la voulais complète sans être trop technique, comme une première approche. J'espère qu'elle aidera certains d'entre vous. N'hésitez pas à visionner cette vidéo plusieurs fois pour vous assurer d'avoir bien assimilé la démarche. Si vous avez des questions ou si des points ne vous semblent pas clairs ou vous posent problème, dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça m'encourage. À bientôt!